Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur un sujet qui est complexe mais qui est nécessaire à aborder. C'est ce qu'on appelle la démographie, c'est-à-dire finalement voir la population, son évolution, comment ça se passe. Alors on a travaillé lourdement dessus, on a vu que finalement il avait fallu depuis les débuts de l'humanité jusqu'au début du 19e siècle pour que la population mondiale passe à 1 milliard d'individus. Mais depuis on a ce qu'on appelle une explosion démographique, c'est-à-dire que la population augmente de façon forte et totalement incontrôlée. En 1950, on était déjà à 2,5 milliards d'individus, donc fois 2,5. Et actuellement, finalement, 123 ans plus tard, nous sommes à 7,8 milliards d'individus, bientôt 8 milliards d'individus. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu comment cette population augmente, en sachant qu'on verra, il y a énormément de différences selon les régions du monde. Il y a des régions où la population monte fortement, d'autres beaucoup moins. Si on s'intéresse à la démographie, il faut s'intéresser à une notion de base, qui est ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Une population, elle augmente au niveau mondial de façon simple. Il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent. Et tous les ans, il faut faire la différence entre les deux. Pour ce faire, on fait, comme d'habitude, une moyenne. On ne peut pas calculer et comparer des pays comme le Vatican avec le pays comme la Russie. Donc on fait des moyennes avec ce qu'on appelle un taux. Vous avez l'habitude de travailler avec des pourcentages. Un taux, c'est pas un pourcent, c'est un pour 1000. On fait une moyenne, un ratio qui montre la population sur ce millier. On se fiche de savoir si ce sont des hommes, des femmes. On fait une moyenne sur l'ensemble de la population. Ce qui fait que tous les ans, selon les pays, on va pouvoir calculer l'augmentation de la population. Je prends d'abord le nombre de personnes qui naissent dans un pays. Je soustrais le nombre de personnes qui meurent. Ça me permet de savoir si la population augmente ou diminue. Parce que oui, dans le monde, il y a des pays qui perdent des habitants tous les ans. On aurait le cas de la Russie, on aurait le cas de l'Allemagne pendant longtemps. Et là, depuis 1 ou 2 ans, on a aussi le Japon qui est en train de rejoindre cette liste. Les naissances, autre élément important, il faut arriver à évaluer aussi si ça peut avoir une certaine qualité, c'est-à-dire si on a autant de filles que de garçons, pour pouvoir plus tard continuer à procréer. Alors, naturellement, il y a plus de petits garçons qui naissent que de petites filles, même si à l'âge adulte, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça s'explique de façon relativement simple. Dame Nature s'adapte à beaucoup de choses, et pendant longtemps, pour faire les guerres, pour faire les combats, pour faire tout ce qui était finalement un peu violent, ce sont les hommes qui s'en chargeaient, donc leur mortalité était forcément plus forte. Et de la même manière, on pourrait dire de façon un petit peu diplomatique, messieurs, que vous êtes souvent un petit peu téméraires, pour pas dire un petit peu casse-cou, et que c'est vrai qu'entre l'enfance et l'adolescence, il y a plus de petits garçons qui meurent que de petites filles, parce qu'elles ont moins l'idée que vous de monter un arbre très haut pour voir ce que ça fait, ou de voir si on fait une bêtise, est-ce que ça va faire mal ou pas. Donc ça a une incidence. Donc tous les ans, on calcule le nombre de naissances et le taux de natalité, c'est-à-dire pour 1000 habitants, combien d'enfants vont naître pour augmenter la population. À ça, on va enlever le taux de mortalité, c'est-à-dire pour 1000 habitants, le nombre de personnes qui vont mourir au sein d'un pays. Ça nous permet de faire une différence et de voir l'évolution de la population. Alors je suis d'accord, c'est quelque chose de relativement compliqué, parce qu'il suffit qu'il y ait une épidémie, une catastrophe naturelle ou surtout une guerre, pour que ça fausse totalement les éléments. C'est pour ça qu'on le fait régulièrement. Si on devait se baser pour une règle pendant 10 ans, imaginez en Ukraine actuellement, ça serait un petit peu compliqué puisque leur population est totalement chamboulée par le fait qu'il y ait la guerre autour d'eux. Donc on doit le refaire le plus souvent possible. Ça nous permet de savoir au niveau local, national et même au niveau de la planète, quelle est l'évolution de la population. Ça, c'est quelque chose de très important. La natalité, elle va évoluer en fonction d'un certain nombre de facteurs. Parmi les facteurs, le plus simple, c'est de savoir si les femmes veulent ou pas faire des enfants. C'est-à-dire qu'on y reviendra, on l'a déjà vu en EMC, si une femme est éduquée, mécaniquement, elle va faire moins d'enfants puisqu'elle connaît finalement les droits qu'elle a sur son propre corps, son mari ne peut pas lui imposer, et puis une femme éduquée aussi tout bêtement travaille. Une femme qui travaille a moins de temps à accorder à son enfant. Deuxième raison, vous allez avoir aussi l'utilisation ou pas de ce qu'on appelle les moyens de contraception. Alors des moyens de contraception, il y en a un certain nombre, il y en a un petit peu plus d'une dizaine. Le plus connu, c'est le seul qui est utilisé par les hommes, le préservatif, mais il y en a un certain nombre, le stérilet, vous pouvez avoir la pilule, etc., que pourront utiliser les femmes pour limiter le nombre d'enfants. Si on utilise ces moyens de contraception, on fait mécaniquement moins d'enfants. Si on ne l'utilise pas, automatiquement, il y en aura plus. Actuellement, là encore, l'éducation des femmes a un rôle essentiel, puisque pour utiliser ces moyens de contraception, si on n'a pas un minimum d'éducation, et encore une fois, si on ne connaît pas ses droits, ça va être compliqué. Troisième facteur, le facteur culturel.
Le premier de ces facteurs culturels, c'est la religion. Si j'en reviens à ce que j'ai dit juste avant, dans toutes les religions monothéistes, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, on pousse à avoir le maximum d'enfants. Donc dans les régions où on a encore un fort poids de la religion, notamment en Afrique, en Amérique latine et dans certaines régions asiatiques, eh ben, on essaie de limiter au maximum l'usage du moyen de contraception. A l'inverse, dans les pays du Nord qui ont déchristianisé largement ou enlevé une partie de leur foi, finalement, les gens vont plus facilement utiliser ces moyens de contraception. Dans certaines cultures, on vous pousse à avoir le plus d'enfants possible. Parce que c'est un symbole de richesse, ça a été longtemps le cas notamment en Afrique, surtout avec des familles qui pouvaient être polygames, c'est-à-dire que le père ayant plusieurs femmes, il allait avoir beaucoup plus d'enfants. Ce système perdure, le fait de vouloir montrer sa richesse par les enfants, même si actuellement ça a tendance quand même à s'atténuer, petit à petit, ce qui paraît comme relativement logique, parce que des enfants, ça coûte cher, ça paraît logique. De la même manière, dans les pays du Nord, ça va être l'inverse. On va avoir tendance à dire qu'avoir moins d'enfants, ça permet de donner plus de temps à ces enfants, de plus facilement satisfaire leurs besoins, et donc de les rendre plus heureux. Donc nous, on a eu la tendance inverse à faire moins d'enfants, mécaniquement aussi, parce que ça coûtait cher aussi, et puis parce qu'on a expliqué ça pour finalement les rendre plus heureux. Dans certains pays, on a pu même avoir une politique pour limiter le nombre d'enfants. Ça va être le cas le plus emblématique, celui de la Chine, où vous aviez la politique de l'enfant unique, qui a duré jusqu'en 2016, où on ne vous permettait d'avoir qu'un seul enfant, principalement pour pouvoir limiter l'explosion démographique, pour pouvoir protéger un petit peu les ressources. Et puis petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés avec ce système, notamment dans les campagnes. On a pu tolérer d'avoir 2 enfants pour pouvoir continuer à produire de la nourriture. Et puis aussi parce que les hommes étaient privilégiés, puisque dans la culture chinoise, ce sont les garçons qui doivent s'occuper de leurs parents une fois qu'ils sont plus vieux. Donc on essayait au maximum d'avoir des garçons et non pas des filles, ce qui a entraîné un certain nombre de catastrophes. 90% des enfants dans les orphelinats chinois demeurent des filles. Vous avez aussi le fait que malheureusement, il y avait beaucoup de petites filles qui étaient soit tuées à la naissance, soit beaucoup d'enfants qui n'étaient pas déclarés. Et ce qui est toujours un problème de nos jours. La Chine est revenue sur cette politique puisque elle n'est plus le pays le plus peuplé au monde, c'est l'Inde désormais, et la Chine là-dessus veut revenir un petit peu pour pouvoir rester finalement en tête de liste et a permis d'avoir plusieurs enfants. Dans d'autres pays, ça va être l'effet inverse. On vous pousse à avoir le plus d'enfants possible, notamment en vous donnant de l'argent. C'est des politiques natalistes qui vous poussent à avoir des enfants. Donc ces politiques natalistes, c'est le cas en France par exemple, vos parents ils touchent des allocations familiales plus en enfants pour finalement leur permettre de les élever dans les meilleures conditions possibles avec de l'argent qui leur est fourni par l'État. On y reviendra, ça les 5e eux ils l'ont vu. C'est la notion finalement d'État protecteur, d'État providence qui doit remplacer finalement entre guillemets Dieu du passé pour pouvoir aider la famille. La mortalité, elle va évoluer sur plusieurs choses. On ne tient pas compte des guerres, on ne tient pas compte des crises particulières, puisque ça, on n'a aucun impact dessus, on ne peut pas le contrôler. Par contre, il va y avoir 3 facteurs qui vont permettre de limiter le nombre de morts. Le premier facteur, c'est le fait d'avoir des soins médicaux. Si j'ai des soins médicaux, automatiquement, je peux soigner les gens, ils vont moins mourir. Deuxième facteur qui lui est étroitement lié, ça va être l'hygiène. Si je peux avoir une hygiène soignée, me laver, prendre soin de mon corps, me brosser les dents, et oui, il faut le faire quand même aussi régulièrement, n'oubliez pas, ça va éviter au maximum que je tombe malade. C'est pas pour rien qu'en période de gastro ou pendant le Covid, on vous demandait de vous laver les mains pour éviter au maximum la diffusion, la propagation des virus, des maladies. Troisième facteur, c'est l'alimentation. Et actuellement, on sait très bien que si on mange plus équilibré et on mange diversifié, donc pas toujours la même chose, on sera en meilleure santé, donc on sera moins malade. C'est-à-dire qu'on en revient, comme on a déjà vu précédemment, dans un cercle vertueux. Mon hygiène me permet d'être moins malade. Si je suis malade, j'ai des médecins. Si je mange bien, je serai encore moins malade, c'est-à-dire qu'à nouveau, je vais pouvoir prendre soin de ma santé. Et là-dessus, d'un point de vue global, au niveau international, faut pas se leurrer, la situation s'est quand même considérablement améliorée. Avec l'usage des vaccins, avec plus de nourriture au niveau mondial. On vous parle encore de faim, etc. Mais il y a globalement une amélioration, ce qui fait que la mortalité mondiale a eu tendance à baisser. De la même manière, un autre facteur qu'on va lier à ça, si on est en meilleure santé, si on mange mieux, il y a des chances que notre espérance de vie soit plus longue. L'espérance de vie, c'est à votre naissance. On a calculé, en se servant des générations précédentes, l'âge moyen auquel on peut espérer pouvoir vivre.
Là encore, il y a des petites différences. Pour une femme, c'est légèrement plus long. Pour un homme, c'est un tout petit peu plus court parce que pendant longtemps, il y avait les guerres, il y avait le fait qu'on avait des comportements, notamment liés à l'alcool, au tabac, qui pouvaient être plus dangereux. Mais comme les femmes actuellement sont en train de prendre les mêmes mauvaises habitudes que les hommes, eh ben, leur espérance de vie augmente moins vite que celle des hommes actuellement. En France, on oscille autour des 65 à 72 ans selon les hommes et les femmes, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal, et ça continue à augmenter petit à petit, sans tenir compte, je vous l'ai déjà dit, de certaines crises ou de certains facteurs qui peuvent changer tout ça, de certaines maladies qui apparaissent, etc. Si je sors de l'espérance mondiale et de la vision mondiale, et que je passe sur un pays, il y a un deuxième facteur très important qui va pouvoir faire varier votre population. Ce facteur, c'est le solde migratoire, c'est-à-dire s'il y a des gens qui se déplacent, et notamment des gens qui rentrent dans le pays, ce qu'on appellera des immigrés. Pour vous faciliter la compréhension, immigrés, ça commence par IM, comme intérieur, donc ils viennent dans le pays, et à l'inverse, on va voir la population baisser si vous avez ce qu'on appelle des émigrés, avec un « et », comme dans extérieur finalement, donc des gens qui quittent le pays. Il ne faut pas se leurrer, si je suis un émigré, je suis forcément un immigré aussi. On n'oublie pas aussi un élément important, il y a différentes échelles en géographie, c'est-à-dire que beaucoup de migrants, donc des personnes qui se déplacent, changent d'abord à l'intérieur du même territoire, souvent en espace proche, puis en espace régional, et ce n'est qu'en dernier recours qu'il va changer d'état pour aller vers des états voisins, voire même de continent. Donc quand on nous parle de vagues submersives migratoires, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est quand même largement exagéré. Mais ça peut faire varier pour un pays sa population. Donc une fois que j'ai mon taux d'accroissement naturel, pour savoir comment naturellement ma population augmente, plus mon solde migratoire, qui me permet de savoir si des gens arrivent ou pas, j'additionne ces deux éléments et je vois comment ma population augmente au final. Il va y avoir de très grosses différences au niveau mondial. Si je prends un cas assez classique, eh ben, on se rend assez vite compte que dans ce qu'on appellera les pays du Nord, ou les pays riches, parce que la plupart de ces pays sont dans l'hémisphère Nord, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, et c'est là qu'il y a le cas un petit peu particulier des pays de l'Océanie comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la population augmente relativement peu, voire parfois peut même régresser, la population peut baisser. Là, c'est la culture, c'est l'éducation des femmes qui ont considérablement fait évoluer tout ça. Et le fait qu'on est dans des zones où on mange mieux, où on a des soins médicaux adaptés. Donc on vit plus longtemps, on fait moins d'enfants, mais la population continue à augmenter petit à petit, avec en plus des gens qui viennent s'installer chez nous, soit pour se réfugier, soit pour trouver des conditions de vie meilleures. Dans un autre cas, vous avez des régions qui ont encore un fort poids culturel, un fort poids religieux, qui sont plus pauvres, donc qui vont avoir une population qui continue à augmenter relativement fortement. C'est notamment le cas de tout ce qu'on appellera l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, d'une grande partie de l'Asie, où finalement les soins médicaux ont progressé, la nourriture progresse, mais où on fait encore beaucoup d'enfants. Soit culturellement, soit parce qu'il y a aussi un facteur important qui s'appelle la mortalité infantile. Il y a des enfants qui meurent avant leurs 2 ans. Et pour les compenser, certaines régions continuent à faire beaucoup d'enfants pour pouvoir en garder certains jusqu'à l'âge adulte. Ce facteur s'est considérablement amoindri avec les soins médicaux, avec aussi la façon de s'occuper de ces enfants. Notamment, le positionnement qu'on peut mettre dans le berceau va limiter le nombre de morts d'enfants qui pourraient survenir. Et donc, ces régions-là vont avoir une population qui augmente encore de façon moyenne, mais comme eux aussi, leur espérance de vie se rallonge, non seulement il y a des gens qui se rajoutent, mais il y a des gens qui restent. Ce qui fait que la population continue à augmenter entre 3 à 4% tous les ans, ce qui est comme quelque chose de très fort. Et puis on a un dernier continent qui est un cas à part, même s'il y a encore des exceptions partout, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent où la population augmente le plus vite. C'est-à-dire que oui, il y a des progrès, mais malgré tout, on continue à faire beaucoup d'enfants. On utilise peu les moyens de contraception. La pauvreté pousse à avoir beaucoup d'enfants culturellement pour s'occuper des personnes une fois qu'elles sont plus vieilles, mais aussi pour pouvoir travailler, pour pouvoir aider au maximum. Et ça se réduit considérablement, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est le continent qui voit sa population augmenter le plus vite. Après, c'est un continent qui aussi a beaucoup de ressources. C'est un continent qui reste vaste, même s'il est occupé avec des zones qui sont relativement hostiles. On a parlé du Sahara, etc. Donc on voit qu'il va y avoir des différences, mais au final, on voit que cette population, globalement, elle évolue, selon ce qu'on appellera la transition démographique. Alors ça, c'est une notion
très compliqué qui fait que traditionnellement, une société qu'on pourrait dire sous-développée a beaucoup d'enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent, a beaucoup de morts, parce qu'il y a des guerres et des difficultés, et que petit à petit, ben, comme elle va s'améliorer, sa mortalité va baisser, donc la population augmente très très fortement, c'est ce qu'on appellera la phase 1. Et puis à un moment donné, quand les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de faire autant d'enfants pour compenser les morts, eh ben, ils vont commencer à en faire moins aussi. Et là, on rentre dans les phases 2 et 3. Et puis on va sortir petit à petit après de la transition démographique. On est considéré comme un pays totalement développé. On n'est plus un pays en voie de développement. Et dans ce cas-là, on a une natalité faible, une mortalité faible. Donc la population augmente normalement, mais peu. Voire parfois, il peut arriver qu'elle régresse. C'est ce que je disais tout à l'heure, des pays comme l'Allemagne ou la Russie, s'ils n'avaient pas un apport migratoire, leur population baisserait tous les ans. Actuellement, dans le monde, la moyenne de tous les pays est sur le point de sortir de la dernière phase de transition. On est tous dans des pays où la natalité est en train de baisser très fortement avec l'usage des moyens de contraception, avec le droit des femmes, avec aussi finalement l'idée que culturellement, avoir trop d'enfants, c'est pas forcément d'une très grande utilité. Il y a encore des pays qui sont à la traîne, notamment dans la phase 1, on a des pays qui sont soit dans des situations catastrophiques à cause de la guerre, ça peut être l'Afghanistan, ça peut être des pays qui ont connu des dictatures, qui ont connu de grosses difficultés comme l'Ouganda, mais globalement tous les pays avancent petit à petit. Surtout, et on y reviendra, quand on vous parle de développement, ne mélangez pas cette notion avec la richesse. Vous avez des pays qui sont en voie de développement, mais qui sont très très riches, et donc qui ne satisfont pas forcément tous les besoins de leur population. Et à l'inverse, vous avez des pays qui sont considérés comme développés, qui ne sont pas excessivement riches non plus. Cette notion, elle est difficile, je le sais. Les pays du Nord sont sortis de la transition démographique, eux. Les autres vont suivre. On en reparlera en classe, parce que c'est pas simple. Mais je vous rassure, globalement, quand on aura besoin de cette notion-là, je vous la refournirai dans les documents, je vous la refournirai dans les contrôles. Donc, on ne va pas trop perdre de temps là-dessus. Mais c'est important de le savoir qu'il y a quand même des écarts au niveau des différents pays dans le monde. Et maintenant, on va s'intéresser vraiment à ces différences dans un deuxième temps. Et ça, on le refera en classe. Je vous dis à très vite. Donc aussi bien les 6e qui découvrent et les 5e qui vont renforcer les acquis de l'année dernière. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée. Au revoir.